Je m'appelle Ashley, j'ai 34 ans et l'année dernière, j'ai entendu les mots que personne ne veut entendre. Vous avez un cancer du sein. Mère célibataire de ma précieuse petite Lily, âgée de 8 ans, le monde s'est arrêté de tourner. Mon premier réflexe a été d'appeler mes parents, malgré nos relations tendues. Leur réponse ? Nous sommes occupés par les préparatifs du mariage de Madison. Cela peut-il attendre ? Ce moment a cristallisé toute une vie d'abandon émotionnel au moment où j'avais le plus besoin de avant de poursuivre mon histoire, laissez-moi savoir d'où vous regardez. Si vous vous êtes déjà senti abandonné par ceux qui devraient vous aimer le plus, abonnez-vous pour rejoindre notre communauté de survivants et de sympathisants. Ayant grandi dans une maison de banlieue immaculée du Connecticut, j'ai appris très tôt que les apparences avaient plus d'importance que les sentiments dans la maison Bennett. Mes parents, Catherine et Richard, étaient des piliers respectés de notre communauté. Papa, avocat d'affaires, et maman, hôtesse parfaite, présidaient tous les comités du country club. De l'extérieur, nous ressemblions à la famille américaine idéale. À l'intérieur de notre maison, c'était une autre histoire. Mes souvenirs d'enfance ne sont pas remplis de câlins chaleureux ou d'histoires à dormir debout. Au lieu de cela, je me souviens de la pression constante exercée sur la famille pour qu'elle ait l'air bien. Tiens-toi droite, Ashley. Tes notes reflètent l'image de cette famille. Pourquoi ne peux-tu pas ressembler davantage à Madison ? Madison était ma cousine, la fille de ma tante Carole et l'enfant chéri de notre famille élargie. 3 ans plus jeune que moi, Madison incarnait en quelque sorte tout ce que mes parents voulaient, gracieuse, docile et douée pour les relations sociales. Malgré cela, Madison et moi étions proches dès l'enfance. Lorsque nos familles se réunissaient pour les vacances ou les barbecues d'été, nous nous éloignions des adultes et créions notre propre monde imaginaire. Elle était la sœur que je n'ai jamais eue, pendant des années. Notre lien a transcendé les comparaisons malsaines créées par nos parents. À 16 ans, j'ai développé une carapace protectrice autour de mon cœur. J'ai appris à ne pas demander à mes parents d'assister aux pièces de théâtre ou aux expositions d'art de mon école, car les sièges vides me faisaient moins mal que leurs excuses. J'ai appris à conduire parce que papa travaillait toujours tard. J'ai bandé mes propres genoux lorsque je tombais parce que maman ne supportait pas la vue du sang. L'indépendance n'était pas un choix. C'était une question de survie. À 19 ans, j'ai rassemblé les économies que j'avais faites pendant 3 ans en travaillant après l'école et j'ai déménagé à Boston pour aller à l'université. Mes parents semblaient presque soulagés de mon départ. Ils m'ont aidé financièrement. Payer les frais de scolarité était normal pour des gens de leur rang, mais le soutien émotionnel est resté inexistant. Les appels téléphoniques à la maison étaient brefs et superficiels. Les visites étaient tendues et ponctuées de critiques sur mon poids, mon choix de carrière dans le graphisme et mon appartement bohème. J'ai rencontré Brian pendant ma dernière année d'université. Il était charmant, attentif, et son affection ressemblait à de l'eau dans un désert. Nous nous sommes mariés à l'âge de 24 ans, pour la première fois, j'ai cru que j'avais trouvé ma vraie famille. Mes parents ont assisté à notre mariage, mais sont partis tôt, invoquant un long trajet pour rentrer chez eux. Ils ne sont pas restés pour aider à nettoyer ou pour nous dire au revoir. Madison était ma demoiselle d'honneur et elle a pleuré plus que ma mère. Lorsque je suis tombée enceinte de Lily à l'âge de 26 ans, mes parents ont réagi en s'inquiétant tièdement de voir ma carrière dérailler. Ils sont venus me voir une seule fois après sa naissance, ont séjourné à l'hôtel malgré notre chambre d'amis et ont tenu leur petite fille dans leurs bras comme si elle était en verre, avant de rentrer chez eux au bout de 2 jours seulement. Pendant ce temps, mon mariage s'effondrait. Brian avait commencé à rester tard au travail, à faire des voyages d'affaires le week-end et à devenir distant. Lorsque Lily a eu 3 ans, j'ai trouvé sur son téléphone des messages de sa collègue de travail. Le divorce a été rapide mais douloureux. Brian a déménagé à Seattle pour son travail et voit Lily 2 fois par an au maximum. Ses chèques de pension alimentaire arrivent à temps, mais ils couvrent à peine les frais de garde. J'ai refait ma vie en tant que mère célibataire à Boston, travaillant à distance comme graphiste pour une société de marketing tout en élevant Lily. Nous avons créé notre propre petit monde, fait de dimanches de crêpes, d'aventures sur le terrain de jeu et d'histoires à dormir debout. Je n'ai gardé qu'un contact minimal avec mes parents, envoyant les cartes d'anniversaire obligatoires et des photos occasionnelles de Lily. Nos appels téléphoniques sont restés superficiels. Mes parents posant des questions superficielles sur leur petite fille mais n'écoutant jamais vraiment les réponses. Notre dernière réunion de famille avant le diagnostic a eu lieu à Thanksgiving chez mes parents. Madison venait de se fiancer à Tyler, un chirurgien de bonne famille,
comme ma mère ne cessait de le souligner. Toute la journée à tourner autour des préparatifs du mariage, mes parents s'extasiant devant le diamant de taille princesse de Madison et les références impressionnantes de Tyler. Lily et moi étions essentiellement des décorations d'arrière-plan, dont on ne tenait compte que lorsque ma mère voulait montrer sa petite fille chérie à ses amis qui s'arrêtaient pour boire un verre. Sur le chemin du retour, Lily a demandé innocemment, « Maman, pourquoi grand-mère ne nous serrait-elle pas dans ses bras comme elle le fait avec sa cousine Madison ?» Je n'avais pas de réponse qui ne lui briserait pas le cœur, alors j'ai simplement dit. Tout le monde montre l'amour différemment, ma chérie. Mais à l'intérieur, la douleur familière d'être le parent pauvre de la famille brûlait encore. J'ai essayé de maintenir un lien avec mes parents malgré les déceptions, non plus pour moi, mais pour Lily. Je voulais qu'elle ait des grands-parents, même imparfaits. J'ai envoyé des photos de l'école, des œuvres d'art réalisées par Lily et des nouvelles de ses activités. Les réponses étaient toujours les mêmes. De brefs remerciements et une réorientation vers des nouvelles de la vie de Madison ou du calendrier social de mes parents. J'étais loin de me douter que ce modèle de négligence émotionnelle de toute une vie serait bientôt mis à l'épreuve d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Le mois de janvier à Boston apporte un froid particulier qui s'infiltre dans les os. Par un mardi matin glacial, j'ai déposé Lily à l'école pour me rendre à mon examen médical annuel. Ce rendez-vous de routine ? J'ai failli l'annuler parce que les échéances s'accumulaient au travail. Mon médecin, le docteur Miller, me suivait depuis des années et avait toujours une attitude décontractée et amicale lors de nos rendez-vous. Ce jour-là, c'était différent. « Il y a une petite grosseur ici », dit-elle, ses doigts appuyant doucement sur mon sein gauche. « Ce n'est probablement rien, mais nous devrions faire une mammographie pour être sûrs. » Sa voix est restée posée, professionnelle, mais j'ai perçu un léger changement dans son regard. Dans les 48 heures qui ont suivi, j'ai passé une mammographie, puis une échographie et enfin une biopsie. Le visage du radiologue laissait deviner les résultats avant même que l'appel officiel n'arrive. 5 jours après mon examen de routine, j'étais assise seule dans le bureau du docteur Miller, qui m'a expliqué mon diagnostic, cancer du sein avec carcinome canalaire invasif de stade 2. Nous l'avons détecté relativement tôt, dit-elle en rangeant des documents sur son bureau. Le pronostic est bon avec un traitement immédiat. Vous devrez subir une intervention chirurgicale suivie d'une chimiothérapie et éventuellement d'une radiothérapie. J'ai acquiescé machinalement, posant les questions appropriées sur les plans de traitement et les taux de survie, tandis qu'un étrange bourdonnement emplissait mes oreilles. J'avais 34 ans et une fille de 8 ans qui avait besoin de moi. Le cancer n'était pas censé faire partie de notre histoire. Après avoir quitté le cabinet du médecin, je suis restée assise dans ma voiture sur le parking pendant près d'une heure, serrant le volant jusqu'à ce que mes articulations deviennent blanches. Je n'ai pas pleuré. Je ne pouvais pas. Il y avait trop de choses à gérer, trop de choses à planifier. Lily avait besoin de dîner. Les échéances professionnelles se profilaient à l'horizon. Les factures devaient être payées. Et quelque part dans ce chaos mental, il y avait cette question terrifiante, et si je mourais, ce soir-là ? Après avoir servi à Lily ses macaronis au fromage préféré, je l'ai fait asseoir pour une conversation qu'aucun parent ne souhaite avoir. « Chérie, maman doit te dire quelque chose d'important », ai-je commencé en m'efforçant de garder une voix stable. Je suis allée chez le médecin aujourd'hui et ils ont découvert que j'étais malade. C'est un cancer, et j'ai besoin d'un médicament spécial pour le guérir. Les yeux bleus de Lily s'écarquillent. Comme quand j'avais une angine et que j'avais besoin d'un médicament rose. En quelque sorte, mais mon médicament est plus fort et il se peut que je me sente parfois fatiguée ou malade. Il se peut aussi que je perde mes cheveux pendant un certain temps. Elle a réfléchi sérieusement, puis a tendu la main pour toucher mes cheveux. Ils repousseront, n'est-ce pas? Comme quand tu les as coupés court l'été dernier. Oui, bébé, ils repousseront, ai-je promis. Luttant contre les larmes. Alors je vais t'aider, maman, a-t-elle déclaré avec la belle certitude que seuls les enfants possèdent. Je peux te faire de la soupe et te lire des histoires quand tu te sens mal, comme tu le fais pour moi. Cette nuit-là, après que Lily se soit endormie, je me suis enfin laissée aller à pleurer, des sanglots silencieux et déchirants qui secouaient tout mon corps. Il fallait que j'appelle mes parents. Malgré tout, une partie enfantine de moi avait encore besoin de leur réconfort, espérait encore qu'une crise de cette ampleur pourrait réveiller en eux un instinct parental endormi. Le lendemain matin, j'ai déposé Lily à l'école et je me suis assis dans ma voiture pour passer l'appel. Ma mère répondit à la 4e sonnerie.
Ashley, c'est inattendu. Tout va bien? J'ai pris une grande inspiration. Maman, je dois vous dire quelque chose d'important, à toi et à papa. On m'a diagnostiqué un cancer du sein. Il y a eu une pause. Oh. Mon Dieu. C'est inquiétant. Mais tu as toujours été en bonne santé, je suis sûre que ce n'est pas grave. C'est le 2e stade, maman. J'ai besoin d'une opération et d'une chimiothérapie. Les traitements commencent la semaine prochaine. La semaine prochaine? Le moment n'est pas très propice. Ton père et moi sommes complètement débordés par les préparatifs du mariage de Madison. Le lieu du dîner de répétition vient d'annuler et nous nous démenons pour trouver d'autres solutions. J'ai serré le téléphone plus fort. Maman, j'ai un cancer. Oui, j'ai entendu, Ashley. Et bien sûr, nous sommes inquiets. Mais cela peut sûrement attendre la fin du mariage? C'est dans 6 semaines et nous ne pouvons pas nous concentrer sur autre chose pour l'instant. Madison serait dévastée si quelque chose venait assombrir son grand jour. Le rejet désinvolte de mon diagnostic m'a frappé plus durement que le diagnostic lui-même. Je ne pense pas que le cancer se soucie du calendrier du mariage de Madison, maman. Pas besoin d'être sarcastique, a-t-elle répondu, la voix refroidie. Appelle-nous après le mariage et nous verrons ce que nous pouvons faire pour t'aider. Ton père est sur l'autre ligne à propos du fleuriste. Je devrais y aller. Bien sûr, ai-je murmuré. Va t'occuper des fleurs. La ligne s'est éteinte et avec elle, toutes les illusions que j'avais encore sur ma place dans la vie de mes parents. J'y suis restée assise dans un silence stupéfait, regardant un groupe d'oiseaux picorer des miettes sur le parking de l'école, me sentant plus seule que je ne l'avais jamais été. Cet après-midi-là, j'ai appelé Rachel, ma collègue la plus proche. Et lui est fait part de mon diagnostic. Sans hésiter, elle m'a proposé de me conduire à mes rendez-vous et de m'aider avec Lily. J'ai appelé l'enseignante de Lily, Madame Patel, qui m'a promis de garder un œil sur elle et d'être attentive à tout changement de comportement. J'ai appelé Madame Wilson, notre voisine de 70 ans qui était devenue une grand-mère de substitution pour Lily, et elle s'est immédiatement portée volontaire pour m'aider à la garder après l'école pendant mes traitements. En l'espace de 24 heures, j'ai obtenu plus de soutien. Pratique de la part d'étrangers que mes propres parents n'en avaient offert dans toute ma vie. L'ironie de la situation ne m'a pas échappé. Ce week-end-là, j'ai créé des feuilles de calcul pour tout, les horaires des traitements, les plans de repas pour Lily, les échéances professionnelles que je devais renégocier, les factures et les formulaires d'assurance à gérer. J'ai demandé un congé FMLA et une assurance invalidité. J'ai mis à jour mon testament et désigné Rachel comme tutrice de Lily si l'impensable se produisait, sachant que le mode de vie nomade de Brian faisait de lui une option peu fiable. Je n'ai pas rappelé mes parents. A eu lieu de cela, j'ai regardé leurs publications sur les réseaux sociaux concernant le prochain mariage de Madison, des photos de dégustation de gâteaux, de composition florale et de visite des lieux, toutes accompagnées de légendes expliquant à quel point ils étaient bénis d'avoir une famille aussi merveilleuse. Cette première nuit, après mon diagnostic, après avoir terminé mes préparatifs et avoir fait bonne figure devant Lily toute la journée, je me suis roulée en boule sur le sol de ma salle de bain et j'ai sangloté jusqu'à en avoir la gorge nouée. Non seulement parce que j'avais un cancer, mais aussi parce qu'au moment où j'avais le plus besoin d'une mère, la mienne avait choisi un centre de table de mariage plutôt que MOI. Ma première séance de chimiothérapie a eu lieu un mardi pluvieux de février. Rachel m'a conduite à l'hôpital, sa personnalité habituellement bavarde étant atténuée par la gravité de la situation. Le service d'oncologie était peint dans des bleus et des verts apaisants pour tenter d'atténuer la réalité de ce qui s'y passait. L'infirmière qui m'a accueillie, Diane, avait des yeux bienveillants qui se plissaient lorsqu'elle souriait à travers son masque. C'est la première fois, me demande-t-elle en me guidant doucement vers un fauteuil inclinable dans une pièce où se trouvent 5 autres patients. J'ai acquiescé, en essayant d'ignorer les tremblements de mes mains. Vous allez y arriver, m'a-t-elle assuré, en insérant la perfusion de manière experte. Un jour à la fois. La perfusion a duré 4 heures. Je regardais le liquide transparent s'écouler de la poche dans mes veines, me demandant comment un objet d'apparence si anodine pouvait être à la fois mon sauveur et mon bourreau. Autour de moi, d'autres patients somnolaient, lisaient des livres ou discutaient tranquillement avec leurs compagnons. Une femme âgée tricotait une écharpe pendant que son mari lisait le journal à côté d'elle. Un homme d'âge moyen travaillait sur son ordinateur portable tandis que sa sœur faisait défiler son téléphone.
Tout le monde avait quelqu'un, sauf moi. Diane est venue me voir régulièrement, m'apportant du soda au gingembre pour les nausées et des couvertures chaudes lorsque je commençais à frissonner. Lorsque Rachel est venue me chercher, j'étais épuisée mais soulagée d'avoir terminé le premier traitement. Ce n'était pas si terrible. J'ai menti lorsqu'elle m'a posé la question, ne voulant pas qu'elle s'inquiète. Cette nuit-là, les nausées ont frappé comme un raz de marée. J'ai passé des heures recroquevillée sur les toilettes, essayant d'être silencieux pour ne pas réveiller Lily. À un matin, j'étais faible et tremblante, mais je me suis forcée à me lever, à préparer le petit déjeuner de Lily et à l'accompagner à l'école avec Madame Wilson, qui était venue l'aider. « Tu as une mine épouvantable, ma chérie, » dit Mrs. Wilson sans embâge. « Retourne te coucher. Je m'occuperai de la course de l'école et je ramènerai Lily cet après-midi. » J'étais trop malade pour discuter. À ma 3e séance de chimiothérapie, j'avais pris un rythme. Les jours de traitement étaient suivis de 2 jours de misère, puis d'une amélioration progressive jusqu'à la prochaine séance. Rachel, Madame Wilson et une rotation de collègues et de connaissances qui étaient devenus des amis au cours de cette épreuve veillaient à ce que Lily soit soignée et à ce que les repas apparaissent dans notre réfrigérateur. Les changements physiques ont été rapides et impitoyables. 2 semaines après mon premier traitement, je me brossais les cheveux lorsque des touffes entières se sont détachées dans ma main. Plutôt que de les laisser tomber progressivement, j'ai demandé à Rachel de me raser la tête. Nous avons fait une fête pour Lily, avec des glaces et des perruques ridicules que Rachel avait commandées en ligne. « Tu ressembles à un extraterrestre. »« Maman, » dit Lily en riant, alors que je lui montrais une perruque mohawk violette. « Je suis venue en paix, » lui ai-je répondu en la serrant dans mes bras. Plus tard dans la nuit, seule dans ma salle de bain, j'ai regardé mon reflet, chauve, sans sourcils, avec des cernes sous les yeux, et je me suis à peine reconnue. Je me suis demandé si mes parents me reconnaîtraient s'ils me voyaient maintenant. Travailler pendant le traitement était un enfer à part entière. Mon entreprise m'a permis de travailler à distance et de réduire mes heures de travail, mais la perte de revenus a grevé notre budget déjà serré. Même avec une assurance, les factures médicales augmentaient de façon alarmante. Chaque fois que j'ouvrais une nouvelle déclaration, la froide réalité de la lutte contre le cancer en tant que parent célibataire sans soutien familial devenait évidente. Certains jours, l'injustice de la situation m'accablait. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Pourquoi seul? Ces jours-là, je m'accordais une heure d'apitoiement sur moi-même, généralement pendant ma pause déjeuner, lorsque Lily était à l'école. Je pleurais, je criais dans un oreiller où j'écrivais un journal furieux sur l'abandon de mes parents. Puis je me lavais le visage, réappliquais les sourcils que j'avais appris à dessiner et reprenais mon rôle de super-maman et d'employée diligente. À travers les médias sociaux, j'ai regardé le mariage de Madison approcher. Mes parents ont posté des photos d'essayage de robes, de dégustation et de douche. Sur chaque photo, ils rayonnaient de fierté. Semblant plus heureux que je ne les avais jamais vus. Pas une seule fois ils n'ont appelé pour prendre de mes nouvelles. Le jour du mariage de Madison, Lily m'a apporté mon téléphone en me demandant si grand-mère avait envoyé des photos. Je lui ai montré les messages sur Facebook, en cachant soigneusement la douleur que leur silence avait causée. Madison était magnifique dans sa robe, et j'ai ressenti malgré tout une pointe de bonheur sincère pour ma cousine. J'ai envoyé un message de félicitations qui a reçu un bref remerciement. Tellement heureuse. En réponse, rien de la part de mes parents. Le point le plus bas est survenu lors de ma 4e séance de chimiothérapie. Mon taux de globules blancs avait dangereusement chuté et un simple rhume ramené de l'école par Lily m'a conduite aux urgences avec une fièvre de 40 degrés. Et la septicémie était un risque réel pour les patients immunodéprimés comme moi. Le médecin des urgences m'a demandé si je devais appeler quelqu'un en m'admettant. Je leur ai donné le numéro de Rachel et celui de Madame Wilson, en remplacement de Lily. Le médecin a froncé les sourcils, s'attendant manifestement à ce que je donne le nom d'un conjoint ou d'un parent. Pas de famille, a-t-il insisté. Aucun n'est disponible, ai-je répondu, trop épuisée pour m'expliquer. J'ai passé 3 nuits terrifiantes à l'hôpital, séparée de Lily, me demandant si cette infection ne serait pas ce qui me tuerait au lieu du cancer. Les infirmières ont été des anges, m'apportant des couvertures supplémentaires et s'asseyant à mes côtés lorsque la peur devenait insurmontable. Une infirmière de nuit, Gloria, m'a tenu la main alors que je sanglotais à propos de mes parents. La famille, ce n'est pas toujours le sang, m'a-t-elle dit, avec son accent caribéen riche et réconfortant. La famille,
c'est la personne qui se présente. Et chérie, il y a des gens qui se montrent pour toi. Elle avait raison. Rachel avait pris un congé d'urgence pour s'occuper de Lily. Madame Wilson lui rendait visite tous les jours avec des repas préparés à la maison. Mon patron a envoyé une composition massive de tournesols joyeux. L'institutrice de Lily a organisé un train de repas entre les parents de l'école. Les personnes qui suivent mon blog ont envoyé des cartes et des colis. J'étais seule, mais pas abandonnée. Lorsque je suis enfin rentrée chez moi, Lily m'a offert une boîte à chaussures remplie de dessins qu'elle avait fait pendant mon séjour à l'hôpital. Chaque dessin nous montrait toutes les deux en train de faire des choses que nous aimions, préparer des biscuits, lire des livres, se promener dans le parc. Mais dans chaque dessin, elle avait colorié mon crâne chauve et dessiné une cape sur mes épaules. Madame Wilson a dit que tu combattais les méchants dans ton corps, a-t-elle expliqué. J'ai donc fait de toi un super dachero. Je l'ai serré contre moi, respirant le parfum de son shampoing à la fraise, mémorisant la sensation de ses petits bras autour de mon cou. Pour elle, je ferais n'importe quoi. Pour elle, je survivrais. Alors que l'hiver se transformait en printemps, j'ai poursuivi mon traitement brutal. Certains jours, le simple fait de sortir du lit me donnait l'impression d'escalader le mont Everest. Mon corps me trahissait chaque semaine d'une nouvelle manière, plaie buccale. Neuropathie périphérique qui me donnait des picotements douloureux dans les doigts, fatigue extrême que le sommeil ne parvenait pas à apaiser. Pendant tout ce temps, Lily a été ma constante, ma raison de tenir bon chaque jour. Elle s'est adaptée à notre nouvelle normalité avec une résilience remarquable, apprenant à se taire lorsque j'avais besoin de me reposer, m'aidant à effectuer de simples tâches ménagères et expliquant probablement à ses amis que sa mère donnait des coups de pied dans les cancers. Mais les jours de médecine, comme Lily les appelait, elle préparait soigneusement un sac à dos avec des objets qui, selon elle, me réconforteraient pendant le traitement. Son ours en peluche préféré, des dessins, une petite couverture et des livres d'images qu'elle pouvait me lire si je m'ennuyais. L'enfant maternel amer, une inversion des rôles qui m'a brisé le cœur, tout en me remplissant de fierté. Après des mois de traitement, j'ai reçu mon premier courrier de mes parents. Une carte de vœux générique signée de leur nom, sans message personnel. Le cachet de la poste indiquait qu'elle avait été postée depuis leur croisière dans les Caraïbes. Je l'ai classée avec les factures médicales, trop épuisée émotionnellement pour ressentir quoi que ce soit à propos de ce geste. Par une belle matinée de juin, près de 6 mois après le diagnostic, j'étais assise dans la salle de chimiothérapie qui m'était familière pour mon dernier traitement. Diane, qui était devenue mon amie autant que mon infirmière, avait décoré mon fauteuil avec des serpentins. Et une petite banderole indiquant « Dernière danse avec la chimio ». Prête à sonner la cloche, guerrière, me demande-t-elle en reliant les 4 derniers sacs. Plus que prête, ai-je répondu, ma voix étant plus forte qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Rachel avait pris sa journée pour être avec moi. Et Madame Wilson ramenait Lily directement de l'école pour la cérémonie de sonnerie qui marquait la fin de la chimiothérapie. Alors que les derniers médicaments s'écoulaient dans mon organisme, j'ai réfléchi au parcours qui m'avait amené jusqu'ici, à la douleur, à la peur et à l'isolement, mais aussi à la gentillesse inattendue et à la communauté que j'avais trouvée en cours de route. Une fois la perfusion terminée, Diane m'a enlevé mon four et m'a conduit jusqu'à la cloche fixée au mur. Lily est arrivée juste à temps, courant me serrer dans ses bras, suivie de Madame Wilson, qui portait un gâteau qu'elle avait préparé pour l'occasion. Sonne fort, maman, a dit Lily en guise d'encouragement. Les larmes aux yeux, j'ai saisi la corde et j'ai sonné la cloche 3 fois, le son clair résonnant dans le service d'oncologie. Les patients et le personnel ont applaudi, beaucoup les larmes aux yeux. À ce moment-là, j'ai ressenti un élan de gratitude, non pas parce que j'étais malade, mais parce que j'avais découvert ma propre force et la bonté des autres. Les semaines qui ont suivi mon dernier traitement ont été marquées par une amélioration progressive. Les scanners que j'ai passés après le traitement n'ont révélé aucune trace de la maladie, même si je devais faire l'objet d'un suivi régulier pendant des années. Mes cheveux ont commencé à repousser en plaques douces et duveteuses, à la grande fascination de Lily. Mon énergie est revenue par petites touches, ce qui m'a permis de reprendre des activités plus normales avec ma fille. Nous avons célébré mon amélioration de santé en allant passer un week-end sur une plage voisine, où Lily et moi avons construit des châteaux de sable et ramassé des coquillages. Je les regardais courir le long du rivage, ces rires portés par la brise de l'océan. Et j'ai ressenti une paix profonde malgré tout ce que nous avions traversé. Nous allions nous en sortir. Le retour au travail à temps plein a présenté ses propres défis.
Même avec l'assurance maladie, les factures médicales s'étaient accumulées jusqu'à atteindre un montant stupéfiant. J'ai mis en place des plans de paiement, j'ai réduit toutes les dépenses possibles et j'ai accepté des projets en freelance les soirs et les week-ends pour réduire lentement la dette. La pression financière était importante, mais comparée à la mortalité, elle semblait gérable. Mon nouveau système de soutien est resté inébranlable. Rachel et moi avions des soirées cinéma hebdomadaires. Madame Wilson a appris à Lily à faire de la pâtisserie pendant que je me reposais. D'autres survivants du cancer que j'avais rencontrés pendant le traitement sont devenus des amis qui comprenaient les défis uniques de la survie, la fatigue persistante, l'anxiété avant chaque scanner de suivi. La façon dont le cancer divise la vie entre l'avant et l'après. Puis, un dimanche après-midi de septembre, mon téléphone a sonné et m'a communiqué le numéro de mes parents. J'ai fixé l'écran, le cœur battant la chamade. Ils n'avaient pas appelé une seule fois pendant toute la durée de mon traitement. Pourquoi maintenant? Les doigts tremblants, je réponds allô? Ashley, c'est maman. Sa voix était exactement la même que si les 8 derniers mois n'avaient pas eu lieu. Bonjour, maman. J'ai attendu, ne voulant pas lui faciliter la tâche. Comment vas-tu? Ton père et moi parlions justement de toi. Aucune mention du cancer. Pas de reconnaissance de mon traitement. Juste une conversation décontractée, comme si nous nous étions parlé la semaine dernière. Je me rétablis, dis-je prudemment. La chimio s'est terminée en juin. Oh, c'est bon à entendre. Une pause. Lily se débrouille bien à l'école? Nous avons échangé quelques minutes de conversation superficielle sur les activités de Lily en 3e année et le changement de saison. Pas une seule fois elle n'a posé de questions sur ma santé au-delà de ce premier échange, ni reconnu que j'avais affronté une maladie mortelle sans leur soutien. Puis vint la véritable raison de son appel. Ashley, ton père et moi voulions te parler de quelque chose. Madison et Tyler préparent leur lune de miel aux Maldives en novembre. Cela va coûter assez cher, et nous avons déjà beaucoup contribué au mariage. Nous nous demandons si vous pourriez nous aider à couvrir les frais de la lune de miel. Comme un cadeau de mariage de votre part? C'est leur famille, après tout. L'audace m'a laissé sans voix. Mes parents, qui ne m'avaient pas offert un seul mot de soutien pendant mon traitement contre le cancer, me demandaient d'aider à financer le luxueux voyage de noces de ma cousine alors que je croulais sous les dettes médicales. Maman. J'ai enfin réussi. J'ai passé les 8 derniers mois à lutter contre le cancer. J'ai plus de 30 000 $ de factures médicales. Je ne peux pas me permettre de contribuer à la lune de miel de Madison. Tout le monde a des problèmes financiers, a-t-elle répondu avec dédain. Mais il s'agit d'un voyage unique pour Madison. Vous pouvez certainement trouver un moyen de l'aider? Peut-être un plan de paiement? La famille soutient la famille, Ashley. L'ironie de ces paroles m'a presque fait rire. La famille soutient la famille? Où étais-tu lorsque je subissais une chimiothérapie? Où étais-tu quand j'ai été hospitalisée pour une infection? Où étais-tu quand Lily avait besoin de quelqu'un pour la surveiller parce que j'étais trop malade pour rester debout? Ce n'est pas juste, a protesté ma mère. Nous avons envoyé une carte. Et nous nous occupions du mariage. Tu sais à quel point c'était important pour toute la famille. Plus important que mon cancer? Plus important que le fait que votre petite fille puisse perdre sa mère? Vous dramatisez. Tu vas bien maintenant, n'est-ce pas? Et Madison tient vraiment à ce voyage. Pensez Y, voulez-vous? Une somme de 5 000 $ serait d'un grand secours. Ton père et moi avons déjà versé 20 000 $. J'y vais y réfléchir. J'ai dit catégoriquement que je savais que ma réponse serait négative, mais que j'étais trop épuisée pour discuter davantage. Merveilleux. Nous attendrons ton appel. Transmettez nos amitiés à Lily. Après avoir raccroché, je suis restée assise sur mon canapé, immobile, essayant d'assimiler la conversation. La suffisance, le rejet de mon combat, l'absence totale de conscience, tout cela était d'une insensibilité à couper le souffle. Des années de traitements similaires m'avaient conditionné à accepter leur comportement. À trouver des excuses à leur indisponibilité émotionnelle. Mais le cancer m'avait changé. Je n'étais plus disposée à accepter des bribes d'affection tout en étant traitée comme un pis-aller. 20 minutes plus tard, Lily m'a trouvée encore assise, les larmes aux yeux. Qu'est-ce qui ne va pas, maman? Me demande-t-elle en grimpant sur mes genoux, bien qu'elle soit presque trop grande pour cela. Je viens d'avoir une conversation difficile avec grand-mère,
expliquai-je en essuyant mes larmes. Lily penche la tête d'un air pensif. Pourquoi grand-mère et grand-père ne viennent-ils jamais nous voir? Ils ne nous aiment pas. Cette question innocente m'a brisé le cœur. Comment pouvais-je expliquer une dynamique familiale toxique à une enfant de 8 ans? Ils nous aiment, ma chérie, dis-je prudemment. Mais parfois, les gens ne savent pas comment montrer leur amour de la bonne manière. Et parfois, ils font des choix qui blessent les autres sans le vouloir. Comme lorsque Zoé a dit qu'elle ne voulait pas être ma partenaire pour le projet scientifique, et que cela m'a rendu triste, même si elle ne voulait pas me blesser. Quelque chose comme ça, j'en conviens. Étonné par sa capacité de compréhension. Sauf que les adultes devraient en savoir plus. Ce soir-là, une fois Lily endormie, j'ai complètement craqué. La blessure émotionnelle que mes parents m'avaient infligée était bien plus douloureuse que les souffrances physiques causées par le cancer. J'ai sangloté sur mon oreiller, pleurant non seulement le soutien que je n'avais jamais reçu pendant ma maladie, mais aussi la famille aimante que je n'avais jamais eue et que je n'aurais jamais. 2 jours après l'appel de ma mère, je me suis assise en face du docteur Brenner, le thérapeute que je voyais depuis mon diagnostic. Son cabinet était un sanctuaire de calme avec son éclairage doux et ses meubles confortables. Un endroit où je pouvais être totalement honnête à propos de mes difficultés. Ils vous ont demandé de l'argent pour la lune de miel de votre cousin? Répéta-t-elle, son calme professionnel s'effaçant momentanément pour laisser transparaître son incrédulité. Après tout ce que tu as vécu, j'ai acquiescé, racontant toute la conversation. Le docteur Brenner avait entendu beaucoup d'histoires sur mes parents au fil des mois, mais même elle semblait choquée par ce dernier développement. Ashley, nous avons beaucoup parlé de la négligence émotionnelle dans votre relation avec vos parents. Elle m'a dit gentiment, que veux-tu faire à propos de cette situation? Une partie de moi a envie d'envoyer un chèque accompagné d'une note disant que c'est la dernière chose que tu recevras de moi. Je l'ai admis. Une autre partie veut ignorer l'appel et poursuivre le contact minimal que nous avons maintenu. Mais il y a une troisième partie. Que dit cette troisième partie? Que je dois les confronter. Face à face. Pas seulement à propos de cette demande, mais à propos de toute mon enfance, de leur absence pendant mon traitement contre le cancer. Je dois leur dire ces choses directement, pas seulement à vous ou dans mon journal. Le docteur Brenner a hoché la tête d'un air pensif. Ce serait une étape importante. Quel serait l'objectif d'une telle confrontation? J'ai réfléchi attentivement à la question. La fermeture, je pense. Pas une réconciliation. Je ne crois pas qu'ils soient capables d'être les parents dont j'ai besoin. Mais je veux dire ma vérité après des décennies de silence. Peut-être? J'hésite. Peut-être que je veux que Lily me voie me défendre. Elle m'observe et apprend de ma façon de gérer les relations. Ce sont des raisons valables, a affirmé le docteur Brenner. Si vous décidez de le faire, nous devrions discuter de la façon de l'aborder de manière à protéger votre bien-être émotionnel. A eu cours des 2 séances suivantes. Nous avons élaboré un plan. Je rendrai visite à mes parents à l'improviste, en emmenant Lily avec moi. Je n'avais pas l'intention d'utiliser ma fille comme bouclier, mais sa présence modérerait probablement les réactions de mes parents et me rappellerait de garder mon sondage froid. Je parlerai honnêtement mais calmement de mes expériences, en me concentrant sur des comportements spécifiques plutôt que sur des attaques de caractère. Plus important encore, je fixerai des limites claires pour toute relation future. Le docteur Brenner m'a aidé à me préparer à diverses réactions potentielles, déni, déviation, colère ou culpabilisation. N'oubliez pas, a-t-elle souligné, que vous ne pouvez pas contrôler leurs réactions. Vous ne pouvez contrôler que ce que vous dites et comment vous réagissez. J'ai décidé de rassembler des preuves tangibles de ce que j'avais vécu, facture médicale, programme de traitement et une lettre de mon oncologue résumant mon cas. Le fait d'avoir ces documents physiques m'a rassuré, comme s'ils légitimaient mon expérience d'une manière que mes parents ne pouvaient pas rejeter. Et la préparation de Lily à la visite a été délicate. J'ai expliqué que nous allions rendre visite à ses grands-parents pour avoir une conversation importante. Seront-ils heureux de nous voir? Demanda-t-elle, pleine d'espoir. Je pense qu'ils seront surpris, répondis-je honnêtement. Et la conversation sera peut-être parfois difficile, mais il est important de parler de choses difficiles avec les personnes qui nous sont chères, comme lorsque tu m'as parlé de ton cancer? Exactement comme ça. Parfois, la vérité est difficile, mais elle reste importante. Le week-end suivant, nous avons fait nos valises et chargé la voiture pour les 3 heures de route vers le Connecticut. Lorsque nous avons laissé Boston derrière nous, les souvenirs ont afflué. Les trajets en voiture de l'enfance en silence. Tandis que mon père écoutait la radio d'information,
les trajets de l'adolescence ne donnaient lieu, de la part de ma mère, qu'à des critiques sur mon apparence ou mon comportement. Tu vivais dans la maison de grand-père et grand-mère quand tu étais petite, comme moi, demanda Lily alors que nous traversions des banlieues de plus en plus riches. Oui, ai-je répondu, jusqu'à ce que j'aille à l'université. C'était amusant. Je la regarde dans le rétroviseur, sa curiosité innocente me transperce le cœur. Certains aspects étaient amusants, ai-je dit prudemment. J'avais une belle chambre et un jardin avec une balançoire. Comme notre appartement, mais en plus grand. Beaucoup plus grand, confirmai-je. Mais tu sais, Lily, une maison n'est qu'un bâtiment. Ce qui rend une maison spéciale, c'est l'amour qu'il y a à l'intérieur. Et notre appartement contient plus d'amour que n'importe quel manoir ne pourrait en contenir. Elle a semblé satisfaite de cette réponse et s'est remise à jouer sur sa tablette. À mesure que nous approchions du quartier de mes parents, l'angoisse me tenaillait la poitrine. Étais-je en train de commettre une erreur? Cette confrontation allait-elle guérir quelque chose? Ou ne ferait-elle qu'accroître la douleur? J'ai failli faire demi-tour 3 fois, mais le souvenir du ton dédaigneux de ma mère lorsqu'elle m'avait demandé l'argent de la lune de miel de Madison a renforcé ma détermination. Nous nous sommes arrêtés dans l'allée de mes parents à un peu plus de midi. Leur maison ressemblait exactement à ce qu'elle avait toujours été, une maison coloniale parfaitement entretenue avec un aménagement paysager soigné, par un brin d'herbe déplacé. Un monument aux apparences. C'est tellement grand, s'exclama Lily en détachant sa ceinture de sécurité avec empressement. Tu te souviens de ce dont nous avons parlé? Je le lui rappelle gentiment. C'est peut-être une conversation sérieuse. Elle acquiesce solennellement. Je serai sage, maman. Prenant une profonde inspiration, j'ai sonné à la porte. La main de Lily était fermement serrée dans la mienne. Au bout d'un moment, la porte s'est ouverte sur ma mère, dont la surprise était évidente lorsqu'elle s'est aperçue de notre présence. Ashley? Lily? Que faites-vous ici? Elle était vêtue de façon impeccable, comme toujours, et ses boucles d'oreilles en perles accrochaient la lumière du soleil. Nous sommes venus lui rendre visite, dis-je simplement. Pouvons-nous entrer? Bien sûr, a-t-elle balbutié en reculant. Richard. Ashley et Lily sont là. Elle appela vers l'arrière de la maison. Nous sommes entrés dans le hall d'entrée familier. Avec son parquet luisant et ses œuvres d'art de bon goût. Rien n'avait changé depuis ma dernière visite, sauf qu'il y avait maintenant plusieurs photos encadrées du mariage de Madison, bien en évidence sur la table de l'entrée. Mon père sortit de son bureau, lunettes de lecture sur le nez, l'air surpris par notre arrivée inattendue. C'est une surprise, a-t-il dit en tapotant maladroitement la tête de Lily au lieu de la serrer dans ses bras. Nous sommes passés au salon, où Lily s'est immédiatement dirigée vers le piano à queue qui avait été purement décoratif pendant toute mon enfance. Personne dans notre famille n'en jouait. Je peux le toucher, demanda-t-elle en regardant ma mère. Avec précaution, lui dit ma mère. Il est très cher. Un silence gênant s'installe alors que nous nous installons sur les canapés formels sur lesquels personne ne s'assoit jamais vraiment. Mes parents échangent des regards confus, s'interrogeant manifestement sur l'objet de notre visite surprise. Nous étions sur le point de déjeuner, dit finalement ma mère. Je peux mettre 2 places supplémentaires. Ce serait bien, ai-je répondu, n'étant pas encore prête à me plonger dans la véritable raison de notre visite. À eu cours d'un déjeuner tendu composé de sandwichs froids et de fruits, mes parents ont adressé la plupart de leurs questions à Lily, l'interrogeant sur l'école et ses loisirs tout en évitant soigneusement de mentionner ma santé ou mon traitement. Je les ai laissés mener la conversation, observant la façon dont ils interagissaient avec ma fille, poli mais distant, comme s'ils parlaient à l'enfant d'un voisin plutôt qu'à leur unique petit enfant. Après le déjeuner, alors que Lily était occupée à regarder un papillon qui s'était posé sur la fenêtre, ma mère a de nouveau évoqué la lune de miel de Madison. As-tu eu le temps de réfléchir à ce dont nous avons parlé? Demanda-t-elle à voix basse. Madison et Tyler finalisent leur réservation cette semaine. Avant que je puisse répondre, on a sonné à la porte. Mon père alla répondre et revint quelques instants plus tard, accompagné de Madison et de son nouveau mari. Regardez qui est passé, a-t-il annoncé, avec plus d'animation dans la voix qu'il n'en avait montré depuis notre arrivée. Madison s'est figée en me voyant, son expression passant de la surprise au choc en découvrant mon apparence.
Bien que mes cheveux aient commencé à repousser, ils étaient encore très courts et ma perte de poids était évidente. Ashley, s'est-elle exclamée. Je ne savais pas que tu venais me rendre visite. C'était une décision spontanée, j'expliquai en me levant pour la serrer dans mes bras. Malgré tout, j'étais vraiment heureuse de voir ma cousine. Tu as l'air. Elle s'est interrompue, ne sachant manifestement pas quoi dire à propos de mon changement d'apparence. Comme si j'avais suivi un traitement contre le cancer? Je lui réponds gentiment. Ce n'est pas grave, tu peux le reconnaître. Les yeux de Madison se remplissent de larmes. Je suis vraiment désolée. Je ne savais pas que c'était si grave. Quand tante Catherine m'a dit que tu avais des problèmes de santé, je n'en avais aucune idée. Ces paroles ont confirmé ce que je soupçonnais. Mes parents avaient minimisé ma maladie auprès de la famille élargie, peut-être pour éviter de détourner l'attention du mariage de Madison. Tyler, que je rencontrais pour la première fois, me serra chaleureusement la main. Madison m'a beaucoup parlé de vous. Je suis désolée d'apprendre que vous avez des problèmes de santé. Nous nous sommes installés tous les 6 dans le salon. L'atmosphère devenait de plus en plus tendue à mesure que Madison continuait à poser des questions sur mon traitement et mon rétablissement. Des questions que mes parents auraient dû poser depuis des mois. Tu as été opérée, demande Madison. Oui, une tumorectomie suivie de 6 mois de chimiothérapie et de radiothérapie, ai-je répondu. 6 mois. Madison a eu l'air choquée. C'est toute la période de préparation de ton mariage. Tu étais en chimiothérapie quand nous nous sommes mariés. J'ai acquiescé, consciente que mes parents se déplaçaient mal à l'aise sur leur canapé. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Madison a adressé cette question à ma mère. Tu as dit qu'Ashley ne pouvait pas venir au mariage à cause de ses engagements professionnels. Les joues de ma mère ont rougi. Nous ne voulions pas vous inquiéter pendant cette période spéciale. Et Ashley nous a assuré qu'elle s'en sortait bien. Ce n'est pas vrai, dis-je doucement mais fermement. Je n'ai jamais dit cela parce que tu n'as jamais demandé. Quand je t'ai appelé pour t'annoncer mon diagnostic, tu m'as dit que tu étais trop occupée par les préparatifs du mariage pour en parler. Madison a pris un air horrifié. Tu savais qu'elle avait un cancer pendant le mariage? Un silence gênant s'est installé dans la pièce. Mes parents ont échangé des regards nerveux, manifestement peu préparés à ce que leur récit soigneusement construit s'effiloche si publiquement. Ce n'était pas comme ça, dit finalement mon père en se redressant sur la défensive. Ashley nous a surpris à un moment où nous étions très occupés. Nous avons envoyé une carte. 3 mois après mon diagnostic, ai-je ajouté, le cachet de la poste faisant foi de votre croisière. Madison avait l'air de plus en plus bouleversée. Je ne comprends pas Ashley, ta famille. Comment est-ce possible? Elle s'est tournée vers mes parents. Et maintenant, vous posez des questions sur les fonds de la lune de miel? Alors qu'elle est malade. Le visage de ma mère s'est durci. Madison, tu ne comprends pas toute la situation. Ashley a toujours été difficile. Dramatique. Tout le monde a des problèmes de santé auxquels il faut faire face. Le cancer n'est pas qu'un problème de santé. Et Catherine, dit Madison avec incrédulité. Mon père a ajouté. Les difficultés financières font aussi partie de la vie. Ashley a choisi une carrière de graphiste au lieu de quelque chose de plus stable. Les factures médicales dont elle se plaint sont le résultat de ses choix. Leur refus a réveillé une douleur familière. Mais cette fois, au lieu de la fuir, j'ai ressenti un élan de clarté et de détermination. C'était exactement la raison pour laquelle j'avais décidé de m'attaquer enfin de front à des décennies de négligence émotionnelle. Avant que je puisse parler, Lily, qui dessinait tranquillement dans un coin, s'est approchée de mes parents avec son sac à dos. Elle avait écouté chaque mot. Ma maman était très malade, dit-elle solennellement. Elle a perdu tous ses cheveux et a beaucoup vomi. Parfois, elle était trop fatiguée pour me lire des histoires à l'heure du coucher. Lily, commençai-je, inquiet de la voir s'immiscer dans cette conversation d'adulte tendue. Mais elle a continué. A ouvert son sac à dos et en a sorti un dossier que je n'avais pas vu. Mon médecin m'a donné ceci pour que je te le montre, dit-elle. De ses petites mains déterminées, elle a tendu une enveloppe scellée à ma mère. Déconcertée, ma mère l'a prise et m'a demandé des explications. Je ne savais pas qu'elle avait ça, ai-je dit honnêtement.
Ma mère a ouvert l'enveloppe et en a sorti plusieurs pages. Je les ai immédiatement reconnues. Le résumé complet du traitement que mon oncologue avait préparé pour mon dossier, détaillant mon diagnostic, les opérations chirurgicales, les compositions chimiques de ma chimiothérapie, les radiothérapies, les hospitalisations, les complications et le pronostic. J'y ai joint une lettre personnelle du docteur Miller que je n'avais jamais vue auparavant. Alors que mes parents lisaient en silence, leurs mains se sont mises à trembler visiblement. Mon père a pris ses lunettes de lecture. Comme si ces petits caractères pouvaient d'une manière ou d'une autre transformer la réalité dévastatrice décrite dans ces pages cliniques. Et la pièce était si silencieuse que je pouvais entendre le tic-tac de l'horloge du grand-père dans le couloir. Madison est venu s'asseoir à côté de moi et m'a pris la main en signe de soutien silencieux. Tyler avait l'air profondément mal à l'aise, un étranger assistant à l'implosion d'une famille intensément privée. « Où as-tu trouvé ça, Lily ?» demandai-je doucement. « Le docteur Miller me l'a donné quand je suis allée aux toilettes lors de ton dernier rendez-vous, » me répondit-elle en chuchotant. Elle a dit que cela pourrait aider grand-mère et grand-père à comprendre. Mon cœur s'est gonflé d'amour pour ma fille perspicace et compatissante et de gratitude pour l'intervention inattendue de mon médecin. Le visage de ma mère avait perdu toute couleur lorsqu'elle atteignit la dernière page. Carcinome canalaire invasif de stade 2. Malignité de haut grade, immunodépression, complications mettant en jeu le pronostic vital. Elle a lu des phrases déconnectées à voix haute, la voix creuse. Mon père a retiré ses lunettes, les mains instables. Ashley, nous n'avons pas réalisé. Vous ne vouliez pas vous en rendre compte, l'ai-je corrigé gentiment. Je t'ai dit que j'avais un cancer. Cela aurait dû suffire pour que tu poses des questions, que tu proposes ton aide, que tu te montres. Je n'aurais pas dû avoir besoin de documents médicaux pour prouver que je méritais votre attention. La lettre dit que vous n'aviez pas de système de soutien familial, dit ma mère, d'une petite voix. Ce n'est pas possible. Portez vos parents. Être parent biologiquement ne fait pas de vous un système de soutien, ai-je répondu. Où étiez-vous quand j'ai perdu mes cheveux? Où étiez-vous quand je ne pouvais pas sortir du lit pour m'occuper de Lily? Où étiez-vous quand j'ai été hospitalisée pour une infection qui aurait pu me tuer? Nous ne savions pas, a répété mon père faiblement. Vous n'avez pas demandé, ai-je rétorqué. Et il ne s'agit pas seulement du cancer. Il s'agit de toute ma vie. Les récitals de piano que tu as manqués, les expositions d'art auxquelles tu n'as pas assisté, la remise des diplômes de l'université que tu as quitté prématurément. Et la façon dont tu me compares à Madison, la façon dont tu critiques ma carrière, mon rôle de parent, mes choix de vie. La façon dont tu connais à peine ta petite fille. Ce n'est pas juste, a protesté ma mère, mais avec moins de conviction qu'auparavant. Nous avons subvenu à tes besoins. Tu avais tout ce dont tu avais besoin. J'avais des choses, maman, un toit, des vêtements, de la nourriture, une éducation. Mais je ne t'avais pas toi. Pas émotionnellement. Pas quand c'était important. Madison, qui avait écouté attentivement, prend la parole. Je ne savais pas que les choses étaient comme ça, Ashley. Toutes ces années. J'ai pensé que tu étais juste indépendante, que tu préférais garder tes distances. Je ne savais pas que tu te sentais exclue. Ce n'était pas de ta faute, lui ai-je assuré. Et je ne t'en ai jamais voulu d'être la préférée. Tu étais un enfant toi aussi. Je suis vraiment désolée pour le mariage, dit-elle, les larmes coulant sur ses joues. Si j'avais su que tu suivais un traitement contre le cancer, j'aurais tout reporté. Je sais que tu l'aurais fait, ai-je souri tristement. C'est là toute la différence. Tu te serais montré pour moi. Eux ne l'ont jamais fait. Mon père s'est levé brusquement, faisant les 100 pas dans la pièce. C'est absurde. Nous n'avons peut-être pas été des parents parfaits, mais nous accuser de quoi? De négligence? Nous t'avons donné tous les avantages. Sauf l'amour, dit soudain Lily, sa petite voix coupant court à la tension. Les mamans et les papas sont censés faire des câlins. Dire « je t'aime » et venir quand tu as peur. C'est ce que fait ma maman. Ma mère eut un léger sursaut en voyant qu'un enfant de 8 ans lui apprenait à être un bon parent. Mon père s'est arrêté de faire les 100 pas, fixant sa petite fille comme s'il la voyait pour la première fois. De la bouche des enfants, murmura Tyler, rompant son long silence. J'y pris une profonde inspiration, me centrant sur ce que je devais dire ensuite.
Je ne suis pas venue ici pour te punir ou te faire sentir coupable. Je suis venue parce que j'avais besoin de dire ma vérité après une vie de silence. Le cancer m'a appris que la vie est trop courte pour les faux-semblants. J'ai regardé mes parents en face. Je ne m'attends pas à ce que vous deveniez soudainement les parents dont j'avais besoin. Les gens ne changent pas fondamentalement à votre âge. Mais à l'avenir, j'ai besoin d'honnêteté entre nous. J'ai besoin que l'on reconnaisse le passé. Et j'ai besoin que l'on respecte mes limites. Quelles limites ? Demande mon père avec méfiance. Je ne tolérerai pas d'être un pis-aller dans vos vies alors que vous attendez un soutien financier ou émotionnel de ma part. Je n'exposerai pas Lily à l'amour conditionnel que j'ai connu. Et je ne prétendrai pas que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Alors tu nous coupes les vivres, tremble la voix de ma mère. Non, j'ai dit doucement. Je t'offre une relation basée sur la réalité et non sur les faux-semblants. Tu peux faire partie de notre vie, mais seulement si tu respectes ses limites. C'est à toi de choisir. Un silence pesant s'est installé dans la pièce. Madison me serra la main pour me soutenir, tandis que Lily revint à mes côtés, s'appuyant sur moi avec une confiance totale. Enfin, mon père prit la parole, d'une voix inhabituellement faible. Nous n'avons jamais voulu te faire de mal. Ashley. Je le crois, répondis-je. Mais l'intention n'annule pas l'impact. Et des décennies de petites blessures créent des blessures profondes. Ma mère pleurait doucement maintenant, le mascara soigneusement appliqué créant des traînées sombres sur ses joues. Je ne sais pas comment arranger les choses, avoue-t-elle. Commencez par écouter, lui ai-je suggéré. Écoutez vraiment, non pas pour répondre ou se défendre, mais pour comprendre. Pendant l'heure qui a suivi, nous avons parlé plus honnêtement que jamais. J'ai partagé des souvenirs précis où je me sentais abandonnée ou invisible, tandis que mes parents alternaient les justifications défensives et les moments de remords sincères. Madison et Tyler se sont excusés pour nous donner de l'intimité, emmenant Lily jouer dans le jardin. Ce n'était pas une transformation miraculeuse. Mon père essayait encore de rationaliser une grande partie de leur comportement. Et ma mère évoquait sans cesse sa propre enfance difficile pour l'expliquer. Mais pour la première fois peut-être, il m'entendait vraiment, forcé de faire face à la réalité de notre relation par les preuves médicales qu'ils ne pouvaient pas rejeter et les observations innocentes de leur petite fille qu'ils ne pouvaient pas nier. Alors que la lumière de l'après-midi commençait à décliner, j'ai senti un poids s'envoler de mes épaules. J'avais dit ce que j'étais venue dire. J'avais été entendue, même si je n'avais pas été totalement comprise. Et surtout, j'avais montré à Lily qu'il est possible de dire sa vérité avec dignité. Nous devrions y aller, dis-je finalement en me levant. La route est longue jusqu'à Boston. Tu pourrais rester pour la nuit, a proposé ma mère. Timidement. Ton ancienne chambre est toujours elle. Je secoue la tête. Pas cette fois. Nous avons réservé une chambre d'hôtel à proximité. Mais merci pour l'offre. Alors que nous rassemblions nos affaires et que nous appelions Lily dans la cour, mon père s'est approché maladroitement de moi avec les documents médicaux. Gardez-les, ai-je dit. Relis-les quand tu seras seul. Essaie de comprendre ce que j'ai vécu sans toi. Il acquiesça, plia soigneusement les papiers et les plaça dans la poche de sa chemise, près de son cœur, un geste inconsciemment symbolique qui ne m'échappa pas. Madison et Tyler revinrent avec Lily, qui tenait fièrement un bouquet de fleurs qu'elle avait cueilli dans le jardin de ma mère. La cousine Madison m'a dit que je pouvais les prendre pour notre chambre d'hôtel, annonça-t-elle. Elles sont magnifiques, lui ai-je dit, en évitant délibérément de regarder ma mère, dont je savais qu'elle serait irritée par la destruction de ces parfaits parterres de jardin. Lorsque nous nous sommes quittés à la porte, ma mère m'a tendu la main avec hésitation pour me serrer dans ses bras. J'ai accepté l'étreinte, tout en remarquant à quel point elle était raide et peu familière. Quand m'avait-elle serré dans ses bras pour la dernière fois ? Je ne m'en souviens pas. Nous ferons mieux, a-t-elle chuchoté. Je l'espérais, répondis-je, ne faisant pas de promesses que je n'étais pas sûre qu'il pourrait tenir. Nous sommes partis alors que le crépuscule s'installait dans le quartier, Lily faisant des signes enthousiastes depuis la banquette arrière tandis que mes parents et la famille de Madison se tenaient dans l'allée, un tableau de relations compliquées et d'avenirs incertains. Est-ce que j'ai bien fait, maman ? Demande Lily alors que nous tournons sur la route principale. Tu as été formidable, ma chérie, lui ai-je assuré en croisant son regard dans le rétroviseur. Je suis très fière de toi. Es-tu toujours en colère contre grand-mère et grand-père ?
J'ai bien réfléchi à la question. Je ne suis pas vraiment en colère. Je suis triste de certaines choses qui se sont produites dans le passé. Mais aujourd'hui, c'était un bon début pour améliorer les choses. Elle a hoché la tête avec sagesse, comme si elle comprenait les dynamiques familiales complexes bien au-delà de son âge. Madame Wilson explique que les familles sont parfois comme des puzzles dont les pièces ne s'emboîtent pas tout de suite. Il faut souvent les retourner. J'ai souri devant sa sagesse. Madame Wilson est très intelligente. Alors que nous roulions dans l'obscurité croissante vers notre hôtel, je n'ai ressenti ni triomphe ni défaite. J'avais seulement le sentiment profond d'avoir enfin tenu bon sur un territoire que j'avais abandonné depuis longtemps. Quelle que soit la suite des événements. J'avais récupéré ma voix. Le lendemain, le retour à Boston s'est fait de manière symbolique, en allant de l'avant, en laissant derrière moi le poids des vérités inexprimées. Lily parlait joyeusement de la piscine de l'hôtel et du petit déjeuner aux crêpes, apparemment insensible à l'intensité émotionnelle de notre visite. Les enfants sont remarquablement résistants. Ai-je pensé en la regardant dans le rétroviseur tandis qu'elle chantait en écoutant la radio. Pendant une pause dans la chanson, elle a demandé « Allons-nous bientôt rendre visite à grand-mère et grand-père » Je n'en suis pas sûre, ma chérie. On verra bien. Je pense qu'ils étaient tristes, a-t-elle observé. Mais peut-être que maintenant ils comprennent mieux. Peut-être, ai-je acquiescé, émerveillée par sa perception. Que dirais-tu d'y retourner un jour ? Elle a réfléchi sérieusement. D'accord, je pense. Mais je préfère notre appartement. Je m'y sens plus chez moi. C'est parce que c'est chez nous, lui ai-je assuré, en me retournant pour lui serrer le genou. La maison, c'est l'endroit où l'on est aimé pour ce que l'on est. Alors que nous reprenions notre routine à Boston, je me suis sentie plus légère malgré l'épuisement émotionnel de la confrontation. Dire ma vérité après des décennies de silence avait été libérateur, que mes parents puissent ou non comprendre ou changer. Pendant les jours qui ont suivi notre visite, mon téléphone a sonné avec le numéro de Madison. J'ai pensé à toi sans arrêt, m'a-t-elle dit lorsque j'ai répondu. Je n'avais aucune idée de ce que tu traversais, Ashley. Je m'en veux d'avoir choisi le moment du mariage, de ne pas avoir été là pour toi. Tu ne savais pas, lui ai-je assuré. Et ce n'était pas ta responsabilité. Pourtant, j'aurais aimé te tendre la main davantage. Après ton départ, Tyler et moi avons eu une longue discussion avec tes parents. Je ne les ai jamais vus aussi bouleversés. Tante Catherine a pleuré, vraiment pleuré ? Pas seulement les larmes délicates qu'elle verse lors des mariages. Je ne savais pas trop comment réagir à cette révélation. Les manifestations émotionnelles de ma mère avaient toujours été soigneusement contrôlées. Elles étaient adaptées à la situation. Je leur ai dit que Tyler et moi paierions nous-mêmes notre lune de miel, poursuit Madison. Ils ont eu tort de te demander de l'argent, surtout après tout ce qui s'est passé. Merci, dis-je, sincèrement touchée par son soutien. Cela me touche beaucoup. J'aimerais vous rendre visite, à toi et à Lily, un jour, si tu es d'accord. Apprendre à connaître à nouveau ma cousine. Et rencontrer ses amis extraordinaires qui t'ont aidé pendant ton traitement. Nous serions ravis, lui ai-je dit en réalisant que j'étais sincère. Une semaine plus tard, mon père m'a envoyé un SMS. Bref, maladroit. Mais sans précédent. Ta mère et moi avons discuté de notre relation avec toi et Lily. Nous nous rendons compte que nous avons fait beaucoup d'erreurs. Nous aimerions faire mieux si tu le permets. Et il ne s'agissait pas d'excuses profondes ou d'un aveu des façons spécifiques dont il m'avait déçu, mais de la part de mon père émotionnellement constipé, c'était significatif. J'ai répondu simplement, j'apprécie. Nous en reparlerons la semaine prochaine. Le lendemain, un colis est arrivé pour Lily. Un beau livre illustré sur une fille dont la mère se bat contre le cancer, accompagné d'un mot de ma mère disant qu'elle avait fait des recherches sur la littérature pour enfants traitant des maladies graves. C'était peut-être le cadeau le plus attentionné qu'elle ait jamais envoyé. Ces petits gestes n'ont pas effacé le passé ni transformé notre relation comme par magie. Mais ils suggéraient une volonté d'essayer que je n'avais jamais vue auparavant. J'ai abordé ce changement potentiel avec un optimisme prudent, protégeant à la fois mon cœur et celui de Lily. Un mois après notre confrontation, j'ai assisté à ma visite de contrôle après un an sans cancer. Le docteur Miller m'a confirmé que tous mes scanners étaient clairs, mais que j'aurais besoin d'un suivi régulier pendant les années à venir. Vous avez traversé l'enfer et en êtes revenu, a-t-elle observé en examinant mon dossier.
Comment vont les choses dans votre famille depuis notre petite intervention? J'ai souri, me souvenant de la remise des documents médicaux par Lily. C'est mieux. Pas parfait, mais mieux. Je vous en remercie d'ailleurs. Je n'ai jamais demandé à Lily d'apporter ces documents. Parfois, les enfants sont nos meilleurs avocats, a répondu le docteur Miller. Et parfois, les adultes ont besoin de documents médicaux pour croire ce qui devrait être évident en regardant quelqu'un qu'ils aiment. L'été s'est transformé en automne et notre vie s'est installée dans une nouvelle normalité. Mes cheveux ont repoussé en boucles douces, différentes de celles que j'avais avant le cancer. J'ai retrouvé suffisamment d'énergie pour apprécier les longues promenades avec Lily et les balades occasionnelles à vélo dans le parc. J'ai poursuivi ma thérapie avec le docteur Brenner, en travaillant sur les émotions complexes liées à la survie et à la réconciliation familiale. Nous avons créé de nouvelles traditions avec la famille que nous avions choisie, les dîners du dimanche avec Rachel et son petit ami, les cours de pâtisserie avec Madame Wilson, les réunions mensuelles avec d'autres survivants du cancer avec qui je m'étais liée d'amitié pendant le traitement. Ces personnes m'avaient vu sous mon plus mauvais jour et m'aimaient malgré tout. Un contraste saisissant avec mes parents qui n'avaient jamais semblé à l'aise qu'avec une façade parfaite. En octobre, l'école de Lily a organisé une présentation spéciale au cours de laquelle les élèves ont parlé de leur héros. Lorsque son tour est arrivé, Lily s'est présentée avec assurance devant ses camarades de classe et ses professeurs. Mon héros, c'est ma mère, a-t-elle commencé en brandissant une photo de nous deux. L'année dernière, elle est tombée gravement malade du cancer, mais elle n'a jamais cessé d'être ma mère. Même lorsqu'elle vomissait à cause de ses médicaments ou qu'elle était trop fatiguée pour marcher, elle me lisait des histoires et m'aidait à faire mes devoirs. Elle m'a appris qu'être courageux ne signifie pas ne pas avoir peur. Cela signifie que tu fais ce qui est juste même quand tu as peur. Madame Wilson, qui était venue assister à la présentation, m'a serré la main tandis que les larmes coulaient sur mon visage. Cette belle enfant résiliente était ma plus grande réussite, la raison pour laquelle je m'étais battue pendant les jours les plus sombres. 2 semaines avant Thanksgiving, mes parents nous ont appelés pour nous inviter à passer les fêtes. J'ai hésité, me souvenant de la réunion des années précédentes, où les fiançailles de Madison avaient éclipsé tout le reste. Nous comprenons que vous ayez d'autres projets, m'a dit ma mère, me surprenant par son manque de pression. Mais nous aimerions beaucoup vous voir, toi et Lily. Après en avoir discuté avec le docteur Brenner, surtout, avec Lily, j'ai accepté une visite écourtée. Juste le jour de Thanksgiving, pas le week-end prolongé qu'ils avaient proposé. Fixer des limites me semblait sain, et non pas rebelle ou ingrat comme cela aurait été le cas auparavant. Et la visite de Thanksgiving a été gênante, mais pas désastreuse. Mes parents ont fait des efforts visibles. Ma mère avait préparé le dessert préféré de Lily. Mon père l'a emmenée au parc au lieu de se réfugier dans son bureau. Ils ont posé des questions prudentes sur mon rétablissement et ont écouté les réponses sans minimiser ou changer de sujet. Ce n'était pas la réunion familiale chaleureuse et sans effort des films, mais c'était un progrès. À l'approche de l'hiver, qui marque l'anniversaire de mon diagnostic, je me suis mise à réfléchir aux profonds changements survenus au cours de l'année écoulée. Le cancer avait failli me tuer, mais il m'avait aussi forcé à affronter les schémas malsains que j'avais acceptés toute ma vie. Il a révélé à la fois le vide de certains liens familiaux et la profondeur des amitiés que j'avais sous-estimées. Regrettez-vous cette confrontation ? M'a demandé le docteur Brenner lors de notre séance de décembre. Pas du tout, ai-je répondu sans hésiter. Je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt. Toutes ces années passées à ravaler mes sentiments, à trouver des excuses à leur comportement, à prétendre que tout allait bien, à quoi cela a-t-il servi ? Cela a permis à la situation de perdurer. Qu'en est-il du pardon, m'a-t-elle demandé ? Est-ce une chose à laquelle vous travaillez ? J'ai réfléchi attentivement à la question. Je pense que j'y suis déjà parvenue d'une certaine manière. Pas le genre de pardon qui prétend que la blessure n'a jamais eu lieu ou qui excuse le comportement de l'autre. Mais le genre qui reconnaît la réalité et choisit d'aller de l'avant malgré tout. Le genre de pardon qui est pour ma paix, pas pour la leur. Le docteur Brenner a hoché la tête d'un air approbateur. C'est le genre le plus sain. À l'approche de Noël, Madison et Tyler nous ont rendu visite pendant un week-end. Nous avons emmené Lily faire du patin à glace vers les lumières de Noël et nous sommes restés tard à discuter après qu'elle soit allée se coucher. Madison a raconté que mes parents avaient manifestement fait une introspection depuis notre confrontation. Mon père s'est renseigné sur les possibilités de thérapie familiale. Ma mère a rejoint un groupe de soutien aux grands-parents. Ils essaient. Madison me l'a assuré.
À leur manière, à leur rythme. Ce ne sera peut-être jamais ce que vous avez mérité en tant qu'enfant, mais c'est déjà quelque chose. C'est mieux que rien, j'en conviens. Et Lily mérite de connaître ses grands-parents, les vraies personnes qui se cachent derrière la façade parfaite. Et la veille de Noël, un an après que mon monde ait été bouleversé par le cancer, Lily et moi étions assises près de notre petit arbre dans notre appartement douillet, buvant un chocolat chaud et nous lisant la nuit précédant Noël. Les lumières de l'arbre se reflétaient dans ses yeux tandis qu'elle se blottissait contre moi, en sécurité, sachant qu'elle était profondément aimée. Je suis contente que tu ne sois plus malade, maman, dit-elle en s'endormant. Moi aussi. Bébé, ai-je chuchoté en embrassant son front. Moi aussi. Plus tard, une fois qu'elle s'est endormie, je suis restée près de la fenêtre de notre salon à regarder la neige commencer à tomber, recouvrant la ville d'une couverture d'un blanc immaculé. L'année avait été marquée par des pertes profondes et des cadeaux inattendus, une douleur terrible et un amour extraordinaire. J'avais perdu mes cheveux, mais retrouvé ma voix. J'avais affronté la mortalité et découvert ce qui compte vraiment dans la vie. Le voyage n'était pas terminé. Le cancer resterait toujours une ombre tapie au bord de ma vie, prête à semer la panique à chaque douleur inexpliquée ou résultat d'examen anormal. Et ma relation avec mes parents serait toujours compliquée. Un travail en cours plutôt qu'une résolution digne d'un film d'horreur. Mais en me tenant là, dans le calme de la veille de Noël, en regardant la neige transformer le monde à l'extérieur, j'ai senti une paix profonde s'installer en moi. J'avais survécu pas seulement au cancer, mais à la négligence émotionnelle de toute une vie qui l'avait précédée. J'avais protégé Lily de la répétition de mes schémas de silence et d'accommodement. J'avais construit une vie remplie de liens authentiques plutôt que d'apparences. Parfois, la famille que l'on choisit a plus de valeur que celle dans laquelle on est né. Parfois, le plus beau cadeau que l'on puisse s'offrir est le courage de dire sa vérité. Et parfois, la guérison la plus profonde ne vient pas de l'oubli des blessures du passé, mais de leur reconnaissance. Quelle est votre expérience de la famille dans les moments difficiles? Avez-vous déjà dû fixer des limites à vos proches? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Et si cet article vous a touché, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner pour rejoindre notre communauté de diseurs de vérité et de survivants. Rappelez-vous que votre valeur n'est pas déterminée par la façon dont les autres vous traitent, mais par la force et l'authenticité que vous apportez au monde. Merci d'avoir partagé ce voyage avec moi aujourd'hui, et puissiez-vous trouver le courage de dire votre propre vérité, quelle qu'elle soit.